Bonjour ou bonsoir, chers auditeurs, auditrices et fidèles supporters d'Arsenal. Ce soir, masterclass de la part de nos Gunners. Il aura fallu attendre un peu plus d'un an. La dernière victoire en Ligue des Champions à l'extérieur remontait au 24 octobre 2023 et un déplacement à Séville. Et depuis, c'était un petit peu compliqué pour ceux qui ont bonne mémoire, les déplacements à Porto, au Bayern, et j'en passe, l'Atalanta cette année. Et on renoue enfin avec la victoire face à un adversaire qui pourtant restait invaincu tant en championnat qu'en Ligue des Champions. Et on va débriefer de cette rencontre-là tout de suite. Et pour m'accompagner, il sera seul ce soir avec moi. Nico, salut. Salut Raoul, ça va? Très bien, très très bien. Richard nous a lâchement abandonné, ou en tout cas le micro-casque de Richard nous a lâchement abandonné. Et donc du coup, Richard ne pourra pas se joindre avec nous comme c'était prévu dès le départ. Et donc du coup, Nico, ce sera un face-à-face avec moi pour ce Oula, débrief de Ligue des Champions. Euh, Du coup, je l'ai dit en introduction, victoire 5-1 de nos Gunners. Euh, Très fort celui qui aurait pu pronostiquer en toute objectivité une victoire aussi large, tant nos déplacements en Ligue des Champions étaient compliqués ces derniers temps, la qualité de jeu proposée n'était pas forcément toujours au rendez-vous. Et surtout, comme je le disais juste avant, en face d'une équipe qui est quand même en pleine bourre, alors qu'il vient de perdre son coach, puisque leur coach est parti avec l'ensemble, quasiment l'ensemble de son staff à Manchester United, mais pour autant, le système de jeu utilisé par le Sporting et les joueurs sont toujours les mêmes, mais on voit qu'il y a quelque chose qui n'a pas collé ce soir côté Lisbonne, et puis on va essayer de répondre à ce genre de questions-là, pourquoi, comment, etc. Nico, avant de lancer de ce podcast et la composition de l'équipe, toujours pareil, cette fameuse nouvelle tendance qui est l'instant passion pour toi ouais. et pour moi, du coup, puisqu'on va avoir un peu plus le temps. Tu as eu le temps un peu d'y réfléchir. Quel sera pour toi le moment clé, le coup de gueule, le coup de cœur sur lequel on reviendra un peu plus tard? Et ben moi c'est un coup de cœur qui est, je pense, qui sort pas du commun, mais moi c'est coup de cœur pour Odegaard. Voilà. Voilà, ça va être pas très original, mais je développerai un peu plus. Mais à force d'avoir un joueur qui manque quand il revient, un joueur comme lui, c'est tellement agréable de le voir jouer que voilà, c'est mon coup de cœur de la soirée. Alors, ceux qui nous écoutent ne peuvent pas te voir, mais en parlant de Degarde, je vous assure que à travers la caméra, il y a des étoiles plein les yeux chez Nico. Moi, sur cette rencontre-là, si je devais avoir alors, un coup de cœur, il peut y en avoir plusieurs. Ça peut être le résultat, la, 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 la façon dont nous avons joué, etc. Mais si je devais mettre en avant un joueur ce soir, je crois que moi, je vais parler de la prestation de Thomas Partey. Voilà, ce qui reviendra un petit peu aussi à nos coups de cœur, à nos flops et à nos tops par la suite. Ouais. Du coup, on peut enchaîner d'abord avec la composition d'équipe. Alors, le week-end dernier, il y a eu une pseudo-rotation de la part d'Arteta et on pensait bien qu'il voulait encore mettre certains titulaires ou certains cadres bien au chaud avant le déplacement à Lisbonne. Et c'est une composition, en tout cas pour ma part, somme toute très traditionnelle et très attendue que l'on Complètement. a vu ce soir. Il pouvait y avoir peut-être un doute, pas un débat, mais un doute sur la composition du milieu Entre Merino et Partey? ouais, Merino par Rice, il fallait en choisir deux Ouais. dedans. Et puis on va voir que le choix a vite été fait. Alors, la composition d'Arsenal ce soir. Au but, nous avions David Raya. Défense à 4 traditionnelle de gauche à droite avec Calafiori, Gabriel, Saliba, Timber. Milieu de terrain à 3, donc j'en parlais juste avant, avec Partey en point de basse et Rice et de garde un peu plus haut. Saka à droite, Martinelli.
à gauche et Kyle Havertz qui faisait son grand retour en pointe. Nico, quand je te parle de composition attendue traditionnelle, tu es d'accord avec moi? Ouais, complètement. Comme tu dis, le seul point enfin, le seul doute, ou en tout cas la question qu'on pouvait se poser, c'était sur le milieu à 3 et qui allait composer ce milieu à 3. Merino avait commencé titulaire le week-end, ce week-end contre, j'ai oublié contre quelle équipe, pardon, je l'ai pas, en plus j'ai loupé ce match-là, excuse-moi Raoul, mais voilà, c'était un peu le doute qu'on avait, est-ce que On a joué Merino va contre débuter? Nottingham Forest. Merci. Est-ce que Merino va débuter ou non? Ben non, en fait, il est reparti sur ce qui est peut-être l'équipe type, avec son milieu d'A3, Odegaard, Partey, Rice. Donc non, pas tellement de surprises. Moi, j'avais juste un point sur lequel, moi, qui m'intéresse, c'est bah, les latéraux actuellement. J'étais particulièrement intéressé de voir le match qu'allait faire Timber et Calafiori. Calafiori qui revient et Timber qui trouve en tout cas une place au côté droit en remplacement de White. Et voilà, je développerai peut-être un petit peu plus, mais rien d'étonnant, mais des points qui étaient intéressants tout de même, je trouve. Ouais, ben, tu t'étais prévu, on va dire, en tout cas, de faire des focus sur certains postes, Ouais, notamment les latéraux, puisqu'effectivement, ça va être, j'ai l'impression, un chantier, même si pour la plupart, ils répondent présent, mais avec la blessure de White annoncée pour quelques semaines, voire quelques mois. ouais, ouais. C'est vrai que les latéraux peuvent être un des chantiers d'Arteta cette saison. Et on va pouvoir y revenir un petit peu plus tard, effectivement. Mais force est de constater que ça s'est pas trop mal passé, en tout cas d'une façon certaine pour Timber. Euh, on le disait, le choix de la paire Rice-Partey, moi j'assimile ça à un choix, je l'ai dit un petit peu en avant-match, notamment à Corentin sur le Discord quand la compo est tombée. Moi, j'assimilais ça à un choix un peu plus défensif que le choix de Rice et de Partey plutôt que de Merino. Parce que, encore une fois, on n'allait pas chez des peintres. Enfin, je pense que le constat Mhm, avant le match, il était là. C'est-à-dire on va jouer une équipe dans un stade qui n'est pas facile à jouer. Contre une équipe qui, cette année, n'est pas facile à jouer. Rappelons qu'ils ont quand même battu un City, certes, plus que convalescent en ce moment, mais qu'ils ont quand même battu City. Euh, une équipe qui est invaincue depuis le début de la saison, tant en championnat que en Ligue des Champions, et une équipe qui avait la possibilité de prendre 6 points d'avance sur nous en cas de victoire ouais. dans cette nouvelle formule de Ligue des Champions. Et je pense que stratégiquement, en tout cas dans le choix des hommes dans le 11 de départ, il devait y avoir cette réflexion-là de dire, OK, peut-être qu'on va prendre le bouillon en début de match et j'aurais peut-être besoin de deux profils un peu plus défensifs en laissant Ødegaard un peu plus libre devant. Mais finalement, et on va y rentrer directement dans le vif du sujet, c'est pas forcément, en tout cas moi, je n'ai pas vu un début de rencontre auquel je m'attendais. C'est-à-dire que, je m'explique, on va le dire clairement, on marque très tôt dans le match, on marque dès la huitième Mhm. minute, dans un mouvement, je vais pas dire un mouvement d'école, mais un mouvement super intéressant entre Ødegaard, Rice, Timber qui centre parfaitement. Havertz joue pas balle, mais pour moi, il y a peut-être une légère. Je me demande si Martinelli ne Ouais, il marque pas, jette, ouais. est-ce qu'il n'y a pas un penalty ou en tout cas, il n'y a pas une interrogation de la VAR? Parce que pour moi, il y a un contact un petit peu peut-être suspicieux sur Havertz. En tout cas, Martinelli est là en double couteau et pour la mettre plat du pied. Et donc, du coup, ça nous fait commencer le match parfaitement, sachant que on avait commencé la rencontre en les pressant très haut et Lisbonne a voulu garder son fameux 3-4-3 et essayer de relancer proprement avec les trois défenseurs alignés et on leur a mis vraiment un impact très important et ils n'ont pas su se défaire de ce pressing-là et ils ont perdu énormément de ballons. Et je crois même que le premier but vient sur une récupération relativement haute. Donc, Ouais, en termes de ils ont été match, quand même assez super brouillons, satisfaisante ouais. pour moi. Qu'est-ce que tu en as pensé jusqu'au but?
Bah, hyper satisfaisante, effectivement. Déjà, on retrouve un pressing. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui faisait notre force. Là, bah, ça rejoint ce que je vais dire aussi sur Odegaard, mais sous son impulsion, on retrouve un pressing efficace qui fonctionne, où on récupère le ballon haut, qui nous permet du coup d'avoir des actions dangereuses très rapidement. On est précis aussi dans nos passes. C'est ce qui nous permet vraiment d'avancer rapidement et donc d'être dangereux. Et ça, effectivement, c'est ce qui amène un but assez rapidement. Ce qui m'a surpris un peu, mais je pense que c'est parce que le Sporting était dépassé, c'est que le Sporting a eu un jeu immédiatement très physique. Vraiment à rentrer dedans, à faire quelques fautes d'anti-jeu, etc. C'est pas une équipe que je vois souvent jouer, hein, mais je m'attendais pas à ça. Je pensais que ce serait une équipe qui serait beaucoup plus joueuse. Mais force est de constater que c'est bah, grâce à ce que Arsenal a mis en place dès le départ et l'impact qu'ils ont eu, la récupération, le pressing, tout ce qu'on vient de dire, que bah, ils ont été complètement dépassés et que là, bah, ça a fait mouche tout de suite. Et on retrouve une équipe d'Arsenal qu'on avait eu l'habitude de connaître il y a quelques temps, qui dès le départ bah, emballe et qui marque, quoi. Donc, bah, hyper content hein, de ce début de match, vraiment, surtout quand en plus ça va être conclu par un but comme ça, où tout est propre, précis, c'est simple, ça déroule, et puis voilà. Donc, hyper enjoué, ouais, vraiment. Ouais, je pense que ça, c'est un sentiment qu'on a tous partagé devant notre télé. Néanmoins, et très bizarrement, juste après le but, on fait du Arsenal. C'est-à-dire que euh, on les a complètement étouffés. On marque très très Mhm. tôt dans la rencontre. Et juste après le but, on va avoir, en fait, entre les deux buts, de la 10e à la 20e minute, on va avoir un trou noir. Assez incompréhensible d'après moi, puisqu'on était tellement bien en place et que l'on marque tellement tôt dans le match, je vois pas, j'ai pas compris comment dirais-je, la réaction des joueurs d'arrêter complètement le pressing haut, de vouloir jouer au ballon, etc. Et on s'est fait, manger en même temps, on concède pas énormément d'occasions, mais en tout cas en termes de Ouais. possession, en termes d'occupation de terrain, etc. Lisbonne est reparti très très haut. Et il a fallu, du coup, je switch ce deuxième but à la 21e minute qui Mhm. coupe les jambes du Sporting, le but de d'Averts, Ouais, c'est si ça. je me trompe pas. Encore une C'est ça, fois, c'est ça. on retrouve un jeu un petit peu à trois, côté droit, avec Partey qui met une balle en profondeur sur Saka. Saka qui centre. Parce que en tout cas, s'il veut frapper, elle n'est pas cadrée. Mais pour moi, c'est un centre. Et Havertz qui la reprend. Et grand plaisir pour moi, en tout cas, c'est le retour de la paire Saka-Havertz qui nous avait porté en début de saison. Et ce but-là nous fait quand même vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de bien pour couper finalement l'élan qu'est en train de prendre le Sporting. Ouais, alors effectivement, c'est un but qui nous fait beaucoup de bien. En plus, il est magnifique lui aussi. Après, je t'avoue, moi, j'ai pas vu un Sporting sur cette période-là reprendre vraiment de l'avant. Je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, nous, on a eu bah, cette habitude à pas vouloir, enfin, pas vouloir. En tout cas, à être un peu plus, à être moins dans le pressing, à vouloir moins jouer, à être moins dans l'intensité. Voilà, c'est ça surtout. Euh, Après, tu parlais de trou noir. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord parce Dans que je trouve l'intensité, pas. dans l'intensité, Nico, je veux Ouais, dire. Hein, et ouais, ouais, ok, ouais. pour moi, il y a eu vraiment un avant-après ouverture Une du baisse, score, ouais. tu vois. Ouais. Ouais, ouais. Mais et ouais, tu vois, moi, j'ai pas trouvé le Sporting sur cette période-là. Je me suis pas dit, oula, on peut partir sur quelque chose qui va devenir compliqué. Parce que le Sporting en première mi-temps, enfin, moi, j'ai trouvé qu'il y avait rien. Enfin, j'ai pas trouvé grand-chose dans cette équipe. Donc, ça m'a pas inquiété plus que ça. Mais voilà, effectivement, de toute façon, à la 21e, le but, il permet vraiment de prendre confiance et encore plus et de se dire aussi qu'on retrouve une équipe. On retrouve des chemins préférentiels, on retrouve des habitudes et moi c'est surtout ça, c'est de la précision dans ce qu'on fait.
C'est vraiment surtout ce point-là, parce que il y a eu beaucoup de matchs où c'était imprécis, où on savait pas trop quoi faire du ballon, etc. Et là, quand on voit Partey qui fait cette ouverture, ouais, bah c'est top quoi. Enfin, moi, un Partey comme ça, bon, il est bon cette saison, mais qui prend des initiatives de ce type, enfin, c'est incroyable. C'est un joueur quand il est comme ça, c'est incroyable, vraiment. Donc non, effectivement, cette petite période plutôt, elle a été finalement assez vite endiguée au bout du compte. Oui, parce que on met le deuxième. Alors, encore une fois, hein, j'ai bien précisé que Ouais. ils avaient repris le dessus sans pour autant qu'on concède des occasions vraiment très franches, etc. Mais j'ai trouvé que dans l'intensité que l'on avait mise au départ à l'entame de match, pardon, c'était voilà, il y avait eu une baisse de régime qui, pour moi, est inexplicable, même si elle n'est pas très grave. Attention, hein, je suis pas en train de dire que c'est catastrophique, hein, mais parce Mhm. qu'on était tellement bien parti qu'en fait, ben, tu sais, moi, j'ai l'impression que quand tu as les cartes en main comme ça, en fait, il y a que toi qui peux relancer ton adversaire. Je parle d'Arsenal. Et Ouais. souvent, on l'a connu, je veux dire, même en championnat, quand tu joues contre des petits, tu mènes 2-0, 3-0, tu te fais remonter, tu commences à faire, excuse-moi du terme, mais tu fais affaire dans la culotte devant ta télé. Et voilà. Et là, je me suis dit, waouh, non, on fait une super entame de match chez un adversaire qui n'est pas facile à jouer d'habitude. Pourquoi on se relâche aussitôt, tu vois? Et sachant qu'il te reste encore 80 minutes de jeu et qu'on n'est pas dans les 5 dernières minutes de la rencontre. En tout cas, encore une fois, le but d'Averse nous fait énormément de bien et on va terminer cette première mi-temps de la façon la plus parfaite possible, puisque dans la dernière minute de cette première période, on a un corner qui est tiré par Rice, qui est parfaitement tiré par Rice, et schéma préférentiel, Nicolas Jauvert, etc. Gabriel qui se détend et qui pousse la balle au fond. Ça fait 3-0, il n'y a pas de... il y a clairement pas photo sur cette première mi-temps, et là tu te dis, ouais, le double break fait du bien avant la mi-temps. Ouais. On va pouvoir peut-être souffler et être très rassuré. D'ailleurs, c'est ce qu'on s'est tous dit en off pendant la mi-temps. Et on s'est tous dit aussi, pas de mauvaise blague, pas de relâchement et surtout ne pas les laisser revenir dans cette partie finalement. Voilà. C'est Comment, ça. Et... de Ouais. façon générale, sur la première mi-temps, euh, est-ce que il y a un joueur ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a attiré ton attention ou que tu souhaiterais souligner ou est-ce que pour toi on a déjà tout dit et auquel cas on peut enchaîner avec la deuxième mi-temps? J'avais un... J'étais intéressé par les latéraux du coup. Et finalement, on voit que le côté droit est toujours aussi impactant, ou en tout cas retrouvé, là, étant donné qu'on a passé une période, c'était un peu plus compliqué. Mais en plus, c'est un côté droit où Timber enfin, trouve son rythme, trouve ses habitudes. Je l'ai trouvé plutôt très intéressant sur cette première période, voire très bon. Et beaucoup des actions sont passées par là. Bon, c'est une habitude chez Arsenal, mais le fait d'avoir quand même un élément comme White qui sort, qui est vraiment, qui se trouve les yeux fermés avec Saka, Odegaard, remplacé par Timber, c'est toujours un petit questionnement, puisqu'on, c'est un joueur qui a été blessé longtemps, on sait pas forcément où il en est, surtout qu'il est baladé sur un peu différents postes. Donc là, le voir retrouver enfin, le trouver plutôt des habitudes comme ça, je trouve ça hyper rassurant. Euh, et ça fait écho aussi à l'autre côté, Calafiori, qui sur cette première mi-temps, et on pourra en reparler en deuxième, je l'ai trouvé très en difficulté. Du début à la fin de cette première mi-temps, alors il a commencé, il se fait enrhumer par un joueur, bon, ça peut arriver, mais il fait aussi beaucoup de fautes. Au bout d'un moment, il fait une remise à Raya qui est assez dangereuse. Voilà. Moi, je regardais ces deux points, ces deux joueurs-là. Du coup, c'est sur cette première mi-temps, c'est un peu ce qui m'a déçu pour Calafiori et Hmm. plutôt en jouer pour Timber. Bah, Après, Timber,
Ouais. Timber, pour parler de lui, pour faire un petit focus dessus, Timber à droite, Timber à gauche, c'est le jour et la nuit, hein. Ouais, ouais, carrément. Ah, très, très Carrément. clairement, aujourd'hui, la question qu'on peut se poser, ben, comment dire, je pense qu'on peut affirmer que la meilleure place de Timber dans le 11, c'est à droite. Mhm. Maintenant, la seule question que l'on peut se poser, mais qu'on va pas se poser tout de suite puisque Ben White est blessé, c'est entre White et Timber, qui a pris l'ascendant sur le poste d'arrière droit. Euh, et ça, il y aura que le coach qui pourra y répondre quand White sera revenu au top de sa forme, ou est-ce que, encore une fois, Arteta va nous sortir de son chapeau en disant que White, entre guillemets, il nous le dira jamais comme ça, mais il considère White comme titulaire à droite, et à ce moment-là, il considère Timber titulaire à gauche en mettant Calafiori sur le banc. Mais en tout cas, c'est vrai que les prestations de Timber à droite sont quand même ultra satisfaisantes, et son association, notamment avec Saka et avec Ødegaard, sont Ouais. super, c'est super intéressant. D'ailleurs, il y avait une stat, alors, pareil, je le précise toujours, quand je peux, je regarde les matchs sur les chaînes anglaises et du coup, je ne sais pas forcément si les informations qui sont communiquées sur les chaînes anglaises sont les mêmes que sur les chaînes françaises, mais à un moment donné, en première mi-temps, il y a eu une infographie qui montrait les pourcentages d'attaque par côté Arsenal. On voyait que, alors, ben, de toute façon, on sait que quand Saka joue, de toute façon, et même le positionnement de Degarde, qui est quand même 80% tourné sur le côté droit, Mm. la stat, c'était 65% d'attaque côté droit, 19% côté dans l'axe, pardon, et 16% côté gauche. On voit quand même Oui, ouais. il y a une attirance pour le côté droit. Et aujourd'hui, ça a très très bien fonctionné. Alors, tant que ça fonctionne, tant mieux. Moi, je regrette toujours qu'il n'y ait pas un équilibre un peu plus important, notamment côté gauche, parce que, alors après, pareil, il manque cette association avec Martinelli, avec ce latéral gauche qui peut prendre le couloir et qui va aller apporter autant de danger. Mais c'est vrai que finalement, dans le triangle à droite, comme ce soir, on avait Saka, Timber et Ødegaard, en fait, Rice ne fait pas le pendant à gauche, Non. ne fait pas, déjà, c'est pas le même profil, on est bien d'accord, mais je, je vais être honnête avec toi, je me suis même posé la question si sur un match un peu plus facile, il ne serait pas intéressant d'essayer le triangle Saka, Ødegaard et Timber, par exemple, à droite, et un triangle Martinelli, Nwaneri et Calafiori à gauche. Alors, ça te fait Ouais. quand même d'avoir deux offensifs, enfin, deux milieux de terrain très offensifs, et là, tu as intérêt d'avoir la main sur le ballon, bah, le pied sur le ballon, parce que défensivement, ça peut être compliqué. Mais tu vois, il y a pas il y a pas ce parallèle, on va dire, sur le côté gauche qui permet à Martinelli de s'exprimer de la même façon que Saka. Et encore une fois, tant que ça passe côté droit, tant mieux. Mais le jour où on aura de nouveau cette problématique où Saka sera peut-être en méforme ou qu'il sera un peu mieux couvert par l'adversaire, bah, c'est là où je dis toujours qu'il nous manque un petit peu ce plan B, cette créativité et voilà. Mais en tout Bah, cas, on manque d'options, ouais. ouais, On voilà, manque d'options le sur le manque côté d'options gauche. offensives. Ouais. En tout cas, je pense que tu as parfaitement résumé le focus que tu voulais faire sur les latéraux. Et du coup, ça me permet d'enchaîner avec la deuxième mi-temps. Ouais. Euh, on le disait donc à la pause, surtout ne pas leur donner la confiance, ne pas avoir un abus de confiance et ne pas les relancer dans cette rencontre-là. Et puis bon, je pense qu'on a été entendu puisque 47e minute de jeu, il y a une première occasion, la balle elle est déviée en corner et sur le corner qui est tiré par, je crois que c'est Trincao, il y a Inacio qui reprend la balle du plat du pied et là du coup pour si, alors, encore une fois, on n'est pas là pour analyser à chaque fois le fautif, mais sur ce coup-là, Mm. Calafiori Ah, est il y a quand une même un belle. petit peu à la traîne. Et Oh, puis on le voit bien par terre sur ouais, sur le ouais. ralenti, quoi. Ouais, mais le parterre, je pense qu'il essaie de plaquer, je ne sais pas ce qu'il essaie de faire. En tout Mm. cas, il est en retard au moment du coup de pied arrêté. Et du coup, en tout cas, Ignacio se retrouve un petit peu seul. Et je,
En plus, je crois que la balle, elle est presque même un peu déviée, donc Raya Ouais. ne peut rien faire dessus. Je ne veux pas dire Mais presque rien faire. j'ajoute juste un truc sur Bien sûr, vas-y. avant le corner, parce que ouais, tu l'as pas dit, mais c'est un très bel arrêt de Raya Oui, oui, non, qui mais fait oui. qu'il y a corner. Et donc effectivement, ouais, sur le corner qui suit, bah, Calafiori, on a l'impression qu'il a la traîne, qu'il chute. Enfin, j'ai pas revu le détail de l'action, donc voilà. Mais il apparaît comme un peu celui qui perd le marquage et ça donne but. Mais d'ailleurs, enfin, du coup, là, j'ai parlé de Calafiori tout à l'heure. Toi, t'en as pensé quoi, Raoul? Parce que moi, c'est un joueur que j'aime plutôt bien de base. Je le trouve intéressant. Un joueur physique comme ça, des fois, je trouve qu'on en manque parfois sur certaines zones de jeu. Mm, Là, il remplit ce rôle-là. Et tu vois, sur ce match-là, on en avait parlé sur d'autres podcasts avant, où il rentrait souvent dans l'axe. Là, ça a été mhm. moins le cas quand même, si je me trompe pas. Oui, je Et suis là, d'accord je avec l'ai toi. trouvé vraiment dépassé sur un match qui, en plus, bon, la deuxième mi-temps est un peu plus compliquée, mais la première, elle est tranquille. Enfin, Ouais, alors, bah, du coup, tu me poses la question, je vais t'y répondre. Sur ce jeu, bah, très honnêtement, sur un match comme celui-ci, à un moment donné, en deuxième mi-temps, j'étais en train de commencer à me poser la question de mes tops et de mes flops. mhm. Et je me dis, ouah, franchement, j'ai même pas envie de mettre un flop sur un match comme ça. Quand tu mènes, je crois Bah, on menait 3-1 ou 4-1, je me dis, ouais, franchement, mettre un flop là-dessus, j'ai pas forcément envie. Le boulot, il est fait. Et voilà. Après, je dis, si maintenant je devais mettre un joueur un peu plus en deçà de ses partenaires sans être un flop pour autant, ce serait Calafiori, et notamment sur l'erreur ouais, de marquage et sur une première mi-temps où il n'a pas forcément souvent été en danger, quelquefois sur son côté gauche, mais entre guillemets, est-ce que ça vaut un flop? Pour moi, non, puisqu'encore une fois, le résultat global est là. Et au moment où je me pose la question, il fait deux interceptions coup sur coup, avec des relances qui sont relativement propres. Et je me dis, OK, bon, bah, voilà, j'ai ma réponse. Ce ne sera pas mon flop. Il était effectivement un peu plus en difficulté. Je pense que, alors moi, du coup, très sincèrement, j'ai apprécié le fait qu'il ne rentre pas plus que ça parce que ça a quand même donné de la largeur à l'équipe, notamment sur les phases de relance où on essaie d'aller chercher le côté opposé quand le côté droit était fermé. Et le fait de pouvoir avoir un binôme Calafiori-Martinelli était censé quand même nous rendre service au moment de la relance. Et dans un schéma tactique du Sporting qui évolue quand même souvent en 3-4-3 avec parfois, quand ils étaient bien en place, on pouvait voir un 4-5-1. Alors c'était très mouvant, hein, mais c'est vrai que mm, mhm. le schéma préférentiel était un 3-4-3. Et le fait qu'il ne rentre pas dans l'axe permettait aussi de contourner un petit peu le bloc du milieu de terrain sans rajouter encore du nombre. Voilà. Donc, Ok, ouais, j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé qu'il avait fait un grand match. Euh, pour autant, j'ai pas trouvé qu'il a fait un match complètement dégueulasse. En tout cas, il était beaucoup plus en difficulté et je pense que c'est le seul joueur à avoir été en difficulté sur cette rencontre-là. Mais encore une fois, et on y ouais, reviendra un peu après, pour tout à fait. autant, je ne trouverais pas logique de lui mettre un flop là-dessus, tu vois. Voilà, quand les soirées sont belles comme ça, avec la victoire et un résultat comme celui-ci, est-ce qu'il faut vraiment pointer du doigt? Je suis pas sûr. En tout cas, ça c'est mon avis très, très personnel. Ok, Mais il reste fautif sur le but. Et là, on se dit 47e, ça va être long. Ça va être très très long. Et on a fait ce qu'il fallait pas faire, c'est-à-dire les relancer directement dès l'entame de la seconde période. Euh, D'ailleurs, ils vont continuer un petit peu à pousser sans être ouais, encore une fois totalement et extra dangereux, mais il y avait cette volonté de pousser. Les frappes n'étaient pas cadrées. Raya fait quelques arrêts assez intéressants, et je le c'est précise, ça. notamment toujours sur son côté gauche, là, au ras du poteau. Ouais, Euh, mais ouais, c'est encore pendant une 20 fois, minutes à peu près, hein. ouais, c'est ça, ouais. Bah, en fait, c'est simple. Il marque à la 47e. Et en fait, Ouais, le penalty du 4-1, en fait, il les achève.
Oui, oui, Et, carrément, et, non mais et le totalement. penalty, c'est la 64e. Et je te propose, Nico, qu'on y revienne un petit peu dessus parce que Oui. déjà, c'est une récupération, encore une fois, une récupération haute. Et franchement, je pense que ça a vraiment été la clé de cette rencontre-là, puisque on allait les chercher, on n'a pas eu peur d'aller les chercher. Et donc, du coup, on les a un petit peu étouffés, on leur a pas laissé la place de développer leur jeu. Mais donc, du coup, une nouvelle récupération haute avec Ødegaard qui s'infiltre un petit peu dans la surface. Une faute de Diomandé qui est là, il y a même pas photo. Euh, mais moi, je voudrais qu'on s'arrête quand même sur le match du coup de Diomandé, même s'il fait pas partie de nos Gunners. Je trouve ça hallucinant qu'il ait réussi à terminer le match. Mais bien sûr, mais comment c'est possible? Déjà, enfin, alors, au tout début du match, je sais pas si tu te rappelles, il prend un carton jaune Ouais, mais parce par qu'il y a une contre, altercation avec Havertz, ouais, mais on ne sait pas ce qui s'est mais passé. alors, j'allais te poser la question parce que les Anglais n'ont pas remis de ralenti. Et je Ben trouvais non, très bizarre parce qu'il le prend à la 3e minute, je crois, qu'ils ouais, prennent c'est ça. un jaune comme ça où l'arbitre a de telles certitudes et on voit Havertz assez énervé de ce qui venait de Ah se ouais, ouais, passer. complètement. Donc tu te dis, ok, l'arbitre a vu quelque chose, je suis posé un coup de coude, mais s'il voit un coup de coude, auquel cas, est-ce que ça mérite vraiment un jaune? Et tu vois qu'il n'y a pas d'intervention de la VAR, ou en tout cas, s'il y a intervention de la VAR, on n'est pas au courant, nous, en tant que téléspectateurs. Donc tu te dis, il y a déjà quelque chose. Après, jusqu'à ce penalty-là, je l'ai trouvé très, très nerveux, mais pas été non plus Oui, par ses coéquipiers, parce qu'il prenait quand même beaucoup le bouillon en il était en défense dehors du match, hein. centrale. Ouais, alors, il était en dehors du match. Il a fait quand même quelques interceptions qui étaient assez intéressantes. Mais ses coéquipiers étaient en dehors du match aussi. La défense du Sporting est passée à côté. Donc, tu voyais qu'il est en train de vivre un match un peu compliqué, tu vois, un peu plein de frustration, pardon. Et jusqu'à ce penalty-là, où il va quand même s'essuyer les crampons sur le mollet, la cheville de garde. Donc, ben, à quel moment tu peux dire en tant que joueur, et je le touche pas, déjà c'est incompréhensible. Qu'il n'y ait pas de deuxième jaune, je trouve ça assez bizarre, parce que finalement, le deuxième jaune mettait un terme à son match un petit peu calvaire. Et sachant que un peu plus tard dans le match, il remet encore un coup de coude à Martinelli juste avant que C'est Martinelli ne ça. sorte, je crois. Donc voilà, Ouais, moi ouais. c'était la petite interrogation du jour. J'ai pas trouvé l'arbitre mauvais, vraiment pas. Moi c'est un arbitre que généralement j'aime plutôt pas mal. Mais c'était vraiment l'interrogation comment un joueur comme celui-ci peut terminer sur ce match-là, peut terminer la rencontre. Gros point d'interrogation de mon côté en tout cas. Ben, c'est ça, ouais. Effectivement, et puis c'est surtout que quand tu vois, comme tu l'as dit, le coup de coude avant la sortie de Martinelli, ça en soi, ça doit mettre un terme à son match et juste dire, bon, bah, enfin, sur le penalty, toujours la même chose. Le jaune, il est carrément justifié, donc ça fait double. Mais pour le coup, voilà, c'est des choses qu'on voit de moins en moins, pénaux plus jaune qui donne rouge, c'est rare. Voilà, La fameuse double sanction. c'est ça. Du coup, bon, il reste sur le terrain, il n'est pas suspendu, bah, il est pas expulsé, il prend pas le deuxième jaune. Penalty pour les Gunners. Traditionnellement, Avert ou Saka, plutôt Saka. Saka prend le ballon, il n'avait pas marqué encore. Plat du pied Ouais, à gauche du gardien, petit filet, imparable. Ça fait 4-1. Euh, ouais, là, tu te dis, ok, c'est cool. Grand soulagement. Bah, ouais. non, mais on est tous Il y a fans moins de doutes, ouais. d'Arsenal. Ouais, on est tous fans d'Arsenal et on sait tous qu'il y a des fois où, de façon inexpliquée, on est capable de lâcher un match en un quart d'heure. Donc, du coup, quand tu reprends 3 buts d'avance, tu es plutôt satisfait. Et petite parenthèse, City, dans le même temps, menait 3-0 et se fait remonter à 3-3 à la maison en plus, je crois. Donc voilà, Ouais, c'est ça. on n'est jamais à l'abri. En tout cas, ça nous fait 4-1. Saka complète son épisode d'une passe D et d'un but de nouveau, donc c'est quand même relativement sympa comme stat. D'ailleurs, Commence à faire, ouais. ouais, c'est assez, bah, c'est pas mal. Et il aura d'ailleurs été élu man of the match Ok. ce soir. Alors, c'est pas forcément lui que moi personnellement j'aurais mis, mais voilà, le choix il peut être compris sans aucun problème. Ensuite, on arrive à la période de la rotation
avec la rotation d'Arteta. Premier changement, 70e minute de jeu, Martinelli Rice qui laisse leur place pardon, à Trossard et à Merino. Deuxième changement, 8 minutes plus tard, Ødegaard, Calafiori qui laissent leur place à Nwaneri et Zinchenko. Et puis bah, du coup, 4 minutes plus tard, c'est un but, j'allais dire 100% remplaçant, Ouais, qui va c'est ça. venir un petit peu conclure cette belle soirée de Ligue des Champions, puisque sur une frappe du pied gauche assez puissante de Merino, je ne veux pas dire captée, mais mal repoussée, parce que si la frappe est puissante, je pense qu'il y a une faute de main, si je peux appeler Une ça faute comme de main, ça, ouais. Ouais. ouais, Si, si. de la part du portier portugais. Et donc, du coup, la balle revient sur la tête de Trossard, qui n'a plus qu'à la pousser. Alors, il y a des fois où il fallait juste la pousser, il ne l'a pas poussée. On se rappelle un match il n'y a pas si longtemps que ça. Mais en tout cas, voilà, ça fait 5-1. Je le disais juste Ouais, avant, un but 100% bande touche, ça fait du bien. Trossard dans son rôle de super sub, bah, welcome back. Encore une fois, il est c'est là. ça. Toujours Euh, efficace et c'est quand il ça. marque en étant super sub, il fait toujours la même célébration un peu maussade. Donc bon, Mais faudrait pourtant, quand quand même lui il est expliquer. titulaire, ouais, ben Et c'est oui, toujours pareil, ouais. On va y revenir un petit peu en parlant de célébration, Nico, juste après, si tu veux bien, parce ouais, qu'il y en a une qui m'a fait assez rire. je Euh, comprends. et 80, je crois que 83, 84 ou 85, je sais plus trop, la sortie de Gabriel, le monstre, qui laisse sa place à Kivior pour les dernières minutes de cette rencontre-là. À noter quoi d'autre? Si, je crois qu'il y a un poteau de Guillaume Quérès encore un tout petit peu après. Je ne sais pas si Raya la touche vraiment ou pas. En tout cas, il y a une frappe sur le poteau. Mais voilà, on se dirige tout doucement vers la fin de la rencontre et une victoire éclatante, une victoire large. Une victoire qui nous À fait l'extérieur. énormément de bien. Ouais, encore une fois, je le disais en introduction, plus d'un an qu'on n'avait pas Mm. gagné à l'extérieur. Et vraiment, pour ceux qui se rappellent et qui suivent les matchs à l'extérieur, euh, notamment en Ligue des Champions, euh, un match dominé comme ça, de la sorte, déjà même à la maison, un match de Ligue des Champions, dominé avec une telle emprise, j'en ai pas vu beaucoup ces derniers temps, et à l'extérieur, encore moins. Parce que la dernière victoire à l'extérieur, je le disais, ça remontait au mois d'octobre 2023 avec un déplacement à Séville. Nous l'avions emporté, je crois, 2-1, mais c'était pas, il n'y avait pas une telle domination non plus. Ouais, Donc, non, c'était compliqué. en tout cas, d'une part, si on se focalise sur la Ligue des Champions. Ça nous remet dans le bon wagon au Mhm. niveau du classement dans cette nouvelle formule qui apparaît quand même comme très très compliquée pour des gros cadors. Je dirais même presque beaucoup plus compliqué que ce qu'on avait prévu, envisagé, même les experts du foot. On disait qu'il allait avoir plus de matchs, mais de toute façon que les gros allaient s'en sortir. Ouais, que Alors c'était après, fait pour privilégier les gros, en ouais, gros. Ouais. alors maintenant, on peut toujours redonner une définition de gros, mais on voit que Paris est en extrême difficulté. Alors, Paris, depuis le début Ouais. de l'année, pour ceux qui écoutent nos podcasts, quand on a gagné contre eux à la maison, je l'avais dit, je trouvais que c'était une victoire qui était très intéressante et qui nous donnait 3 points dans cette nouvelle formule des champions, mais j'avais trouvé que Paris était totalement éclaté comme équipe depuis le début de saison et que, à mon avis, à part la Ligue 1, si tout se passe bien pour eux, parce que Marseille a déjà lâché, Marseille et Monaco ont déjà lâché quelques points très bêtement, mais je ne vois pas Paris faire une très très grande saison et je ne vois pas Luis Enrique être en tout cas l'homme de la situation actuellement au Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est devenu une vraie équipe lambda. Je recentre le sujet sur Arsenal et les gros dans cette compétition. Il y a quand même pas mal d'équipes qui sont assez en difficulté pour le moment. Donc voilà, donc City, là, bah, ouais, alors City, j'ai pas le classement de City, mais ils doivent être, 15e. ouais, ils sont 15e, ouais. Ouais, Donc nous, on a un bilan sur 5 matchs qui est de 3 victoires, un match nul et une défaite pour le moment. Donc tout le monde n'a pas encore joué puisqu'on est mardi, qu'il y a encore
j'allais dire, une journée demain. Mais au classement, si maintenant on prend l'équipe qui a le plus de points avec le même nombre de matchs que nous, ça va être l'Inter, comme on les retrouve, et Barcelone, qui ont 13 et 12 points, sachant que nous en avons 10, mais que derrière, potentiellement, il y a Liverpool qui a encore 12 points, mais qui a un match à jouer demain, qu'il y a Monaco qui a 10 points comme nous, mais qui a un match en moins qui joue également demain. Et si je regarde un petit peu derrière, les équipes qui pourraient encore nous passer devant, il y aurait Dortmund, Villa, et la Juve ou Golaveras ne nous repassera pas devant. Donc au pire, on serait Ouais. logiquement demain soir, on est au pire, on devrait être entre la neuvième et la 10e place, c'est-à-dire pour le moment barragiste, sachant qu'il nous reste encore 3 matchs à jouer et je pense que la qualif va se jouer aux alentours des 15 points. Or, c'est un avis très Oui. personnel. Non, je te rejoins. Je te rejoins tout à Donc fait. voilà, donc rien n'est fait encore. Il y a encore du beau monde derrière, hein, quand je vois il y a des gros Européens, hein. L'AC Milan 14e, le Ouais, City carrément. 15e, la Juve 16e, Real de Madrid, on n'en parle pas beaucoup, mais qui est Ouais, c'est vrai, ouais. 21e avec 4 points et qui joue demain. Euh, il y a quand même des gros et Et, il va y avoir des surprises. et prochain match, c'est Monaco, c'est ça? Et je crois qu'on joue Monaco le prochain match, ouais. Ouais, donc ça ressemble aussi à un match un peu C'est un match à charnière. 6 points, ouais, parce que du coup, si Voilà, c'est Monaco. ça. Bon, après, on aura le même nombre de matchs, mais il faut déjà voir ce que Monaco va faire demain. Je ne sais pas contre qui. Monaco doit jouer contre Benfica à la maison. Ok, ok. Ouais, ouais, mais c'est sûr Pardon. que c'est une nouvelle compète moi, j'avais pas trop d'avis quand elle a commencé, mais finalement, c'est pas si mal. Au bout du compte, c'est plutôt intéressant. Et Bah, de ceux qui disaient que ça allait privilégier les gros, j'ai l'impression que ça lisse plutôt la compétition. exactement. Parce que, encore une fois, dans un mini-championnat avec A4 où tu joues un deuxième chapeau, un troisième chapeau et un quatrième chapeau, tu as quand même souvent des disparités et tu arrives toujours à te retrouver dans les deux premiers assez rapidement, puisque généralement avec 9 points, tu es qualifié. Là, il t'en Ouais. faut quand même beaucoup plus. Moi, j'ai toujours dit que c'était une machine Afrique aussi, tant pour les clubs que pour l'UEFA. Et ça, j'en démords pas, puisque plus de matchs de Ligue des Champions, donc plus de droits TV, plus de billetterie pour les clubs. Mais voilà, je pense qu'il y a vraiment, à aujourd'hui, il y a vraiment aucune équipe qui est à l'abri. Et seul Liverpool, si maintenant ils devaient gagner leur match demain, ferait finalement un sans faute dans cette compétition pour le moment. Voilà. Bon, et après, on Mm. sait la tendance actuelle de Liverpool qui est quand même je vais pas dire en sur-régime, mais qui est à 100% de régime en tout cas, quoi. En tout cas, en Ouais. termes de bilan, le bilan en Ligue des Champions, on vient de le faire. On remonte au classement. Maintenant, on va attendre tranquillement les matchs de demain. Et il reste encore 3 journées. Donc, rien n'est fait. 9 points à prendre. Potentiellement, on peut avoir 19 points à la fin si on gagne tout. Mais je pense qu'il va y avoir encore des surprises, tant au niveau Gunners qu'au niveau des autres équipes. Mais maintenant, on peut peut-être faire un bilan aussi post, trêve internationale, puisqu'on avait, ouais, on avait quitté un club, le nôtre, qui était quand même dans une phase relativement très compliquée, faut se l'avouer, 2 points sur 12 Ouais, complètement. 2 points sur 12 en championnat. Il y avait un déplacement à Milan. Encore une fois, je vais pas y revenir dessus, mais très compliqué. Euh, mais là, force est de constater que depuis le retour de la trêve internationale, donc il y a eu un match de championnat le week-end dernier contre Nottingham Forest, que l'on a emporté sur le score de 3 buts à 0 avec un clean sheet. Aujourd'hui, 5-1 à l'extérieur, ce qui nous fait quand même 8 buts en 2 matchs. Et là, je cite Louis, parce que j'ai vu que Louis avait fait un tweet là-dessus, que je suis tombé dessus pendant l'enregistrement. Donc voilà, déjà, je prends l'information de Louis, donc je le salue et je le cite. Mais effectivement, 8 buts marqués en 2 matchs, des certitudes qui sont en train de revenir dans le jeu, en tout cas, avec un 11 de départ qui se dessine un peu plus. Le retour de masterclass collective, mais également individuelle. Et on va parler tout de suite après de la masterclass de Gabriel, qui a Ouais. complètement étouffé
Gyökeres. Et bah, du coup, je le disais aussi en off sur le Discord, c'est allez, on plie, on prend la douche, on rentre à Londres et on prépare quand même sereinement le court déplacement à West Ham de samedi, puisque le championnat reprend ses droits, que dans le même week-end, il va y avoir un très alléchant, en tout cas sur le papier, Liverpool City, qui potentiellement, si le résultat si on gagnait un match nul entre les deux, pourrait être quand même très arrangeant pour nous. Ouais, carrément, ouais. Ouais, ouais. Maintenant, vu les prestations de City et celles de Liverpool, faudra encore jouer ce match. Mais avant de se concentrer sur les autres, concentrons-nous déjà sur la victoire à West Ham et ça nous permettra de regarder les autres matchs comme on a pu le faire ce week-end avec un détachement un peu plus important. Euh, Complètement. on a pu voir pendant l'enregistrement, Nico, que les Ouais. notes étaient sorties sur le site AFC, les notes de la rédac, que c'est Lucas Mhm. qui s'y est collé aujourd'hui. Et du coup, pour une fois, encore une fois, quand on a les notes pendant l'enregistrement, j'aime bien revenir sur deux, trois joueurs. Et, euh, et je te propose qu'on s'arrête sur l'épisode. Alors, je crois que toi, ton coup de cœur Ødegaard, finalement, on l'a fait. Moi, c'était Ouais. Partey, mais à mon instant passion, c'était Partey. Je trouvais juste qu'il a fait une excellente prestation, avec un peu plus de perte de balles sur la fin de la rencontre. Mais quand il est à ce niveau-là, je pense que tu peux l'associer à Rice ou à Merino, ça ne change rien, et que le binôme Ødegaard-Partey fait des étincelles. Et pour avoir de temps en temps mis le doigt sur les limites physiques ou le rendement qu'a été le sien de Partey, parce que quand il est pas bon, faut aussi, ou quand il est moins bon, il faut le dire, j'ai voulu aussi un petit peu euh, basculer, on va dire, dans le côté positif de la prestation de Partey qui a été pour moi Mais de très tout. très bon ce soir. Je sais pas ce que tu en as pensé, mais Ouais, si, si, de toute façon, il est très bon depuis le début de la saison de manière générale. Là, quand en plus ce soir, il arrive à contrôler en fait toute cette partie, ce lien en fait entre la défense et l'attaque, enfin la défense et aux deux gardes, on va dire. ouais, Parce que Ødegaard reste sa rampe de lancement, hein. c'est ça exactement. Même si sur le deuxième but, il lance très bien Saka, l'ouverture est incroyable. C'est un joueur qui a été souvent absent par le passé. Là, il a l'air d'avoir réglé ça de son côté. Il est physiquement fit, sportivement, il est bon. Il a investi, il récupère, il distribue. Il se C'est blesse impeccable. pas. Il se blesse pas, ouais. Enfin, c'est impeccable de ce côté-là. Faut voir, j'ai malgré tout toujours, parce que enfin, c'est un joueur que je pense je l'aimais plus avant que maintenant, parce qu'il a pu un peu me décevoir pendant de longues périodes, ce qui fait que je suis un peu toujours dans l'attente de me dire à quel moment il va lâcher. Soit il va lâcher physiquement, ou il va lâcher sportivement. Et bon, là, ça continue depuis un moment Très maintenant. honnêtement, moi Donc, cette saison, je ne le vois pas lâcher sportivement. Je pense qu'il y a qu'une blessure qui peut l'arrêter. ouais, bah, j'espère, parce qu'il nous aidera Et bah, quand à aller bien même chercher son s'il devait être perche. en méforme sportive, Rice peut prendre cette place de 6 dans un rôle un petit peu différent, mais Et, et, pourra sans problème prendre la relève en tout cas. et bah moi, c'est aussi ce qui sur Partey, c'est dur, mais m'embête un peu, c'est que je trouve qu'en fait, du coup, ça nous permet pas d'avoir un Rice en 6 vraiment devant la défense, que j'aimerais voir beaucoup plus souvent, parce que là, je trouve que c'est bon, un Rice, il donnera toujours tout, quoi qu'il arrive, ou qu'il soit sur le terrain, ça, on n'en doute pas. Mais là, je trouve que bon, c'est quelque chose que j'aimerais voir davantage. Il y a une rotation qui se fait pas entre les deux à ce poste-là. Et j'aimerais le voir plus souvent. Bon, Bah, maintenant, voilà, le temps, on verra bien ce que donnera le temps, hein. Il y de a des façon sujets de générale, contrat. de façon générale, oui, déjà, il y a un podcast qui se prépare et que pour toi, vaut mieux encore attendre un petit peu. Ça te permettra peut-être de réfléchir à tes arguments. Mais, il y a une rotation à trois qu'on a du mal à voir aujourd'hui. Et c'est vrai que les certitudes de début de saison à l'intégration de Merino, alors, est-ce que la blessure
Alors, bien entendu qu'elle a changé, mais est-ce que si Merino avait été fit tout de suite, on aurait ce que 90% de la fanbase annonçait en disant que le milieu de terrain titulaire devait être Rice, Merino, Ødegaard? Est-ce que la vérité aurait été là? En tout cas, je trouve que Partey fait tout pour embêter Arteta dans ses choix et c'est Ouais. ce genre de choses qui, moi, me plaisent beaucoup quand tu as le choix de la qualité et que tu fais pas des choix par défaut, tu vois. Donc, c'est plutôt plaisant. Je te propose et je le lis librement puisque c'est déjà publié sur nos réseaux sociaux, de nous arrêter sur Gabriel. Et donc Mhm. Lucas, il lui donne la note de 8 sur 10, qui est la note maximale de nos joueurs aujourd'hui. Ils sont plusieurs à l'avoir. Et voilà la description qu'en fait Lucas. Encore trouvé sur corner après une nouvelle combinaison ingénieuse, il smash le ballon dans la cage juste avant la pause pour offrir 3 buts d'avance aux Gunners. À force de coller l'attaquant suédois et d'être comme son ombre, il en a piqué sa célébration. Et plus que son but qui est un copier-coller des buts qu'il marque avec nous depuis maintenant quelques saisons. Moi, je voudrais qu'on revienne sur son travail défensif. Il a complètement, mais complètement dézingué Gyökeres. Ouais, ouais, complètement. Avec un bon coup de main de son pote Saliba, et aussi. Les deux l'ont bien, bien dégommé, mais Gabriel, moi, c'est toujours ce que j'aime bien sur un plus sur un joueur comme Gyökeres, qui est un joueur physique, plutôt rapide, enfin, et puis qui a une hype autour de lui en ce moment, c'est qu'on a l'impression et qu'il arrive, Gabriel, il se dit bah ouais, ouais, bah, c'est bien tout ça, mais moi en fait je vais t'expliquer comment ça se passe dans ma surface. Et là il l'éteint. Il l'éteint. En plus, il y a cette célébration. Avant cette célébration qui est liée à son but, il y a un moment donné où il s'impose face à lui pour une sortie de but en notre faveur du coup, où il vient un peu chauffer nos supporters pour mettre de l'ambiance. Donc voilà, il y a plein de petits gestes comme ça qui font que quand en plus c'est associé bah, à des récupérations de ballon, etc., font que pour moi l'attaquant adverse il prend petit à petit des coups derrière la nuque en disant c'est pas mon jour. Ah, je pense que J'ai un... c'était le match le plus compliqué de Gyökeres depuis le début Ouais, de saison, hein. ouais, mais impressionnant, hein. Vraiment, c'est. Mais Gabriel, et c'est vrai avec Saliba, je sais pas si on peut toujours les dissocier, tant on a l'impression que ils fonctionnent toujours ensemble, ou alors dans le pire des cas, ils se soutiennent. Mais ouais, là, on a retrouvé une paire on prend un but, ok, mais on a retrouvé Oui, une bon, paire après. de centraux, voilà. On a retrouvé une autre paire de centraux qui faisait que l'année dernière, on était mais, intouchables. Ouais. Et tu vois, et En- souvent dans les podcasts, dans mes tops, parce qu'ils ont toujours été, ils ont souvent été dans mes flops, dans mes tops, pardon, j'ai toujours Ouais, associé la paire Gabriel Saliba. Mais allez, on va dire à 95%, ouais, ouais. j'associe toujours cette paire-là. Et sur ce match-là, j'ai trouvé que, alors il y a eu ce second couteau de Saliba, mais finalement, Gabriel, il a même pas tant eu besoin que ça de Saliba, tellement il a étouffé en un contre un Gyökeres. Et le peu de fois où l'intervention ou la présence de Gabriel ne suffisait pas, c'est effectivement là que la seconde lame avec Saliba arrivait. Mais franchement, pour moi, il y a eu un vrai duel Gabriel-Gyökeres et pas forcément un duel Gabriel-Saliba-Gyökeres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Euh, je vois. je trouve que Gabriel, sur ce match-là, est plus en avant. Alors, Saliba fait un très bon match, hein, attention, hein, mais Oui, je oui. trouve que la performance des deux peut être exceptionnellement dissociée et que Gabriel, il fait 90% du boulot tout seul, quoi. Mais en fait, moi, je trouve que sur la première mi-temps, effectivement, Gabriel, il est omniprésent sur Gyökeres et j'ai le sentiment que sur la deuxième, Gyökeres s'est dit, bon, je vais essayer de changer un petit peu Ouais, il a essayé de d'axe. prendre, il a essayé de prendre un peu, il s'est mis un peu plus Tu sur le vois. côté, etc. Mais, C'est ça. Mais bon, ça a été pareil pour lui, hein. Donc, ça a été mal tarif même avec combat. Saliba. Même combat. Et Exactement. d'ailleurs, tu vois qu'il était assez dépité dans ses courses, dans ses frappes, à noter même le coup franc qu'il met là. D'ailleurs, c'est Oh, la seule peut-être erreur
de Gabriel, c'est cette faute à l'entrée de la surface qui donne un coup Ouais, il n'y a franc pas quand même grand-chose, très, hein. très, ouais, mais il y a faute quand même, Oui, oui. qui donne un coup franc quand même très dangereux. Mais t'as vu que la balle, elle va quand même au deuxième étage de la tribune, quoi. C'était assez affolant, j'ai trouvé, pour un attaquant de cette trempe-là, où tout le monde dit que, voilà, c'est dans les trois. Mais alors après, encore une fois, et Louis le disait en off, voilà, on le juge. On regarde pas tous les matchs C'est sur un du match, ouais. Sporting. On voit des résumés, on voit des bouts de match, on voit des Des stats. ralentis de buts et des stats, etc. Et les stats sont là aussi. Alors, encore une fois, toujours à prendre avec des pincettes, mais les stats sont là Mhm. et elles existent, donc il faut aussi les interpréter. Mais c'est vrai que sur ce match-là, alors c'était un match sans, on en a déjà connu probablement chez nous aussi, il y a des matchs sans, et là c'était un vrai match sans pour lui, hein, vraiment, je pense que là il est content de rentrer se coucher et qu'il attend avec impatience le prochain match pour se remettre dedans, parce que là, c'est assez cauchemardesque. Je pense qu'il va demander un câlin à sa maman ou à sa copine, mais il va y avoir quelque chose que là, il doit pas être très très bien, le pauvre. Ouais, Euh, ouais, bah, ça, Gabriel sera plus dans son dos, il peut se rassurer, y a pas de problème. c'est ça. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce match-là avant que on passe au top et au flop? Je suis obligé Peut-être de le une faire. analyse ou un focus, vas-y, hein, la parole est à toi, tu le sais, la parole est libre. Je vais faire rapide parce que on a abordé mon moment passion sur Odegaard tout à l'heure. Je vais en remettre une petite couche. Je suis, Vas-y. je suis trop fan. On voit encore les étoiles dans tes yeux, donc Ouais, vas-y. ouais, ouais. Mais moi, je suis trop fan de ce joueur-là parce qu'en fait, finalement, je me suis rendu compte à travers ce match que toute l'année dernière où il a été présent, et ben, je m'étais habitué en fait à ce qu'il faisait. Alors, il y a des fois des matchs où il est un peu moins bien, d'autres matchs où il est mieux, et comme chaque joueur. Mais je m'étais habitué à ça. Et là, en fait, bah ok, il était blessé. On a eu un début de blessure où on a un peu tant bien que mal essayé de faire quelque chose. Et puis après, c'était trop compliqué. Quand il revient et qu'on le voit faire un match comme ce soir, même si effectivement, je pense pas que ce soit le meilleur joueur qu'on ait sur le terrain ce soir, mais tout ce qu'il fait, c'est, enfin, moi j'ai l'impression, voilà, c'est à la fois esthétique, c'est une symphonie, enfin, moi il arrive à trouver des angles de passe, à dynamiser le jeu, à être un leader, à faire du pressing, à revenir récupérer des ballons, il a aussi le rôle de capitaine avec l'arbitre, etc., à passer les consignes du coach. Moi, je trouve ça incroyable. C'est un joueur qui a 25 ans, je crois, qui a une longue carrière maintenant, d'ailleurs, déjà derrière lui, qui a commencé très tôt. Mais je dois reconnaître que j'avais un peu oublié à quel point c'était agréable de voir jouer ce joueur. Et là, on voit qu'il physiquement, il est pas au top du top. Ça va venir. Mais ouais, moi je trouve que je suis hyper heureux de le voir revenir, de le voir à ce niveau, de voir que c'est notre capitaine. Euh, et, euh, et je pense que j'avais un peu oublié à quel point ça fait du bien de voir des joueurs de foot avec ce style-là. Parce qu'au final, quand on regarde un match, euh, ben, c'est de ça qu'on attend d'un match. C'est de voir des joueurs comme ça qui permettent d'illuminer un- une action et aussi de faire briller les autres parce que grâce à lui, à son contact, les autres sont meilleurs. C'est indéniable. Et ça, voilà, c'était un rapide focus parce que Non, j'en mais avais t'as pas mis raison. une couche suffisante. Mais voilà. Il brille sur le terrain et il fait briller en même temps. Donc c'est vrai que Ouais. c'est super agréable à avoir joué, surtout pour les puristes les puristes du football, bien entendu. Tu as entièrement raison d'avoir pris le temps de faire ce deuxième passage sur notre capitaine. Nico, on va passer au top et au flop. Ouais. Je te propose, pardon, si tu en as, de commencer par tes flops. Et oui, j'en ai un. Ben, je vais pas être aussi agréable Calafiori, que du coup. toi. Ouais, bah Ouais, oui. ouais, non, mais Moi, tu peux, hein. j'attends plus de lui. Je pense qu'il en est capable sur un match comme ça, encore plus.
là, ce que je l'ai vu faire, surtout sur la première période, voilà, non, moi, pour moi, il mérite son flop ce soir. Ok. Moi, Et j'en ai pas d'autres. je vais rester sur mon impression première et sur mon côté un petit peu heureux d'avoir gagné enfin à l'extérieur en Ligue des Champions et avec la manière et que du coup je vais pas en mettre. Euh, et on va comme ça, on va passer directement au top. Quels sont tes tops, Nico, s'il te plaît? Euh, ben, en fait, je mettrais presque, du coup, bah, à l'inverse, presque toute l'équipe d'Arsenal, sauf Calafiori. Ouais, mais il en faut que trois Euh, maximum, donc voilà, mais après, bah, forcément, tu as bien compris, Odegaard. Timber, parce que comme je l'ai expliqué au début de podcast, j'attendais de voir ce qu'il allait donner et ça m'a satisfait. Et puis, bah, partez, je te rejoins. J'aurais pu en citer d'autres, mais ces trois-là, ça me semble plutôt déjà bien. ok. Pour ma part, moi je vais mettre Gabriel, je vais mettre Partey et je vais mettre, et oui, ami auditeur, je suis capable de le mettre, je vais mettre Raya. Parce que Oula. euh, il n'a pas eu grand-chose à faire. Mhm. Et ce qu'il avait à faire, il l'a très bien fait. Et notamment, encore une fois, ses arrêts sur son côté gauche au ras du poteau qui va très bien, qui va très bien chercher. Il nous laisse dans le match. Il y a pas d'erreur. La relance est propre. Il n'y a pas eu assez de sorties aériennes pour que je relance le débat des sorties aériennes. Mais non, non, mais voilà, voilà, il a fait un match qu'on attend d'un gardien de but d'Arsenal, c'est-à-dire d'être vigilant et quand on a besoin de lui, d'être présent. Après, la façon dont sont faits les arrêts plus ou moins spectaculaires ou plus ou moins bizarres, on s'en fout un petit peu. Mais voilà, j'ai trouvé. Et sur le but, il n'y peut rien. Donc je trouve que c'est une prestation assez complète qu'il a fait. J'ai pas regardé ce que Lucas lui avait mis comme note, mais je suppose que il doit avoir entre Un 7 petit et 7. 8, je pense. Ouais. Attends, je vais quand même aller. Allons voir. Je suis dessus. Raya. Mais il a eu 8. Allez, Ok. vigilant, il réalise un bel arrêt avant la mi-temps, puis à la reprise de la seconde période, il est abandonné par sa défense sur le corner qui suit. Il reste serein balle au pied, repoussant les tentatives nombreuses des Lisboètes en seconde période. Ouais, très bien. Voilà. Tu Euh, prends ton ticket du coup ou pas? Pour non, Raya. mais alors, encore une fois, le dernier podcast a fait beaucoup réagir d'ailleurs sur la discussion qu'on a eue avec Corentin et les sorties aériennes, etc. Mais alors, c'était un podcast qui était plein de nuances avec Nitinia, Corentin et moi. Euh, alors, je vais repréciser ma position par rapport à Raya. Raya est notre numéro un et quoi qu'il arrive, je serai derrière notre numéro un, etc. Néanmoins, je l'avoue, je l'ai toujours dit, qu'il y a un côté affectif où j'ai du mal à à tourner la page du feuilleton Ramsdale dans la manière dont ça a été fait, mais sur la manière dont on s'est séparé de Ramsdale, Raya n'y est pour rien. Donc là-dessus, je vais pas l'incriminer. C'est plus le board et le coach que j'ai incriminé à l'époque. Voilà, donc Raya est notre numéro un et et il a mon soutien. Néanmoins, je continue à dire que ce n'est pas un top goalkeeper pour le moment. À lui de le devenir et de me faire changer d'avis. C'est un bon gardien. Euh, Parfois, d'après moi, surcoté, notamment sur les sorties aériennes, mais du coup, plus les matchs vont passer, plus je vais être très vigilant dans ces sorties aériennes pour voir si effectivement c'est moi qui me trompe ou si un gardien de ce standing-là et qui est international espagnol et qui joue à Arsenal ne fait juste pas son job d'aller chercher des balles, voilà. Mais après, je suis pas, ce n'est pas une critique, mais Oui. et je demande de la consistance et de la constance dans le jeu de Raya, voilà. Donc, je ne suis pas je ne suis
pas un anti-Raya. Et l'année dernière, quand j'ai pu l'être, c'était surtout en opposition avec le traitement du cas Ramsdale. Voilà. Maintenant, Ramsdale n'est plus là. J'ai pas à parler de Ramsdale pendant 107 ans. Et quand il fait un bon match comme aujourd'hui, je tiens à le souligner. Voilà. Après, on sera toujours là pour donner notre avis. Et moi, je serai toujours là pour en débattre avec les gens, que ce soit sur le podcast ou en messagerie privée sur Instagram, puisque Richard et moi, on est sur Instagram, ou sur Spotify et YouTube, où vous pouvez également mettre des commentaires et auxquels je réponds toujours. Et je n'ai pas de... J'ai mes certitudes, mais je n'ai pas une vérité absolue. Voilà. Donc, avant de prendre le ticket, j'attends quand même de voir, Ouais, mais... ça fait son chemin là. Hein? Ça fait son chemin là, quand même, un petit peu, petit à Ouais, petit. mais encore une fois, voilà, Ok. c'est un joueur d'Arsenal, il aura mon soutien. Après, je pense qu'effectivement, entre guillemets, à la moindre erreur, si maintenant il devait se planter sur une sortie aérienne, je rappellerai à Oui, certains ce que je disais avant. Mais j'attends pas l'erreur pour autant. Et oui, non, ceux qui non, mais écoutent, et ceux qui écoutent nos podcasts savent très bien que généralement, j'ai tendance quand même à défendre nos joueurs, notamment quand ils passent par des phases qui sont un peu plus compliquées. Et je cite le cas Havertz que j'ai défendu en début de saison dernière quand tout le monde lui tombait dessus, et ou le cas Martinelli plus récemment quand il était dans le creux de la vague. Voilà, donc moi je suis pas du tout dans l'insulte ou un truc comme ça, mais c'est vrai que voilà, j'attends de voir. Donc je suis pas dans le train. Je suis en train de regarder le prix des billets, on va dire ça comme ça, si je peux me permettre la métaphore. Donc voilà pour mes tops. Voilà aussi que se termine cet épisode-là. Te remercier Nico pour ta participation et peut-être merci à toi, rappeler Raoul. à nos auditeurs ce que l'on rappelle tout le temps, de nous suivre sur les différents réseaux sociaux. On les cite tout le temps, bien entendu, c'est Facebook, X, anciennement Twitter, Instagram. Le site internet, il y a eu quelques articles qui ont été publiés récemment et indépendamment des notes, il y a eu l'avant-match de ce match-là qui était super intéressant, fait par Jonathan. Il y a eu l'avant-match sur Nottingham Forest, l'analyse du match de Nottingham Forest. C'était, je crois, un autre Nico qui s'était collé, je crois, qui avait fait un focus sur notre capacité de relance. Voilà, donc inviter les gens à aller consulter les articles parce que les rédacteurs prennent le temps d'aller se renseigner, de mettre tout ça en forme et que c'est super intéressant. Et rappeler aussi qu'on a un petit sondage qui est en cours qui est disponible sur nos différents réseaux sociaux. On essaie de mettre un petit peu en place quelque chose par rapport comment dirais-je, aux origines géographiques des différents supporters d'Arsenal en France et d'ailleurs pour essayer de voir comment on pourrait les regrouper les uns et les autres. Et donc, on a mis en place un petit formulaire qui est disponible. On a eu plus de, je crois, 500 réponses, je crois, jusqu'à maintenant, Ouais, quelque ouais, chose comme beaucoup de ça. répondants. Donc, n'hésitez pas à aller y répondre si ça n'a pas encore été fait. Maintenant, on va pouvoir regarder tranquillement du foot demain en toute, je vais dire, tranquillité, avec beaucoup de détachement, préparer le match de samedi, qui est déjà encore un autre match important dans un nouveau derby de Londres à West Ham. Te remercier pour ta présence, Nico, puisqu'il est déjà presque minuit 20. De te souhaiter une bonne nuit. Moi, je vais encore aller monter ça pour que dès demain matin, nos auditeurs puissent prendre connaissance de ce débrief. Merci à tous pour votre attention, votre écoute, et puis à très bientôt. Et comme j'ai l'habitude de le dire, come on Gunners. À bientôt, ciao Nico. Merci, à bientôt. Bye. Just would like to finish by one simple word. I will miss you. Thank you all for being such an important part of my life, and hope to see you soon. Well done. Bye bye.